Bonjour, on est le 21 mars 2019. Commence à faire bon. On commence à avoir des éclaircies. Euh, et on sent euh, l'été approcher. Euh, voilà, on est au printemps. On est au printemps, mais il commence déjà à faire bon. Ici, je vais faire un petit exercice concernant une tarte au riz, ou plutôt une discussion concernant une tarte au riz qu'on peut aller rechercher au magasin, hein. Tarte au riz, enfin, plutôt au magasin. Je dirais plutôt dans une boulangerie. Et supposons que dans cette boulangerie, il vous offre deux petites tartes. Une petite tarte et notre grande tarte au riz. Bon. Quand je dis petite tarte, ça veut dire que en termes de fraction c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est les parts, je vais séparer en différentes parts, égales. Attention que les parts doivent être égales. C'est ça, la caractéristique des fractions, c'est que le partage des parts doivent être partagés en parts égales. Donc ça veut dire que chacun des convives recevra une part égale à un autre. Donc il n'y aura pas de différence de part. Et c'est ça euh, qui distingue la notion, enfin qui fait référence à la notion de fraction. C'est les parts égales. Parce que si quelqu'un reçoit une part comme ceci, par exemple, une petite part comme ceci, et qu'un autre reçoit une grande part, mais je veux dire, c'est pas les mêmes parts. Donc on n'a pas divisé, on n'a pas partagé la, voilà, la tarte en parts égales. Donc, pour parler de fraction, il faut parler de parts égales. Donc, le partage va se faire en parts égales. Et donc ici, supposons que j'ai une petite tarte et une grande tarte. Et donc, les parts ne sont pas les mêmes, fatalement, parce qu'il y a une petite tarte et une grande tarte. Et que là, dans cette petite part, enfin, dans cette tarte-ci, euh, elle est destinée à 6 convives. Donc, je vais la diviser en 6 parts égales. Alors, si on se rappelle que une tarte, c'est un espèce de cercle, hein, ça ressemble à un cercle, à 360 degrés. On sait bien qu'un cercle, c'est 360 degrés. Si je dois les diviser en 6 parts égales, mais je dois diviser en 6, ce qui veut dire que en degrés, en termes de degrés, on aura 60 degrés. Euh, voilà, des secteurs de 60 degrés. C'est-à-dire des secteurs circulaires de 60 degrés. Ce qui veut dire que je vais diviser la tarte en 60 degrés. En gros, moi je n'ai pas de rapporteur ici. Je vais faire en gros. Donc, 60 degrés, c'est 30 degrés avant 90, sachant que 90, c'est ceci. Voilà, ici, j'ai 90 degrés, un angle droit. Je lui enlève 30 degrés. Eh bien, je me dis qu'ici, j'ai environ 60 degrés. Voilà. Je fais la même chose ici. Je vais chercher l'angle droit. Voilà, et je lui enlève environ 30 degrés. Voilà. Donc là, j'aurai 60, 120 et bien sûr 180. Et grâce à ça, ça me permet de trouver les deux autres parties. Ça veut dire que là, j'aurai 60 degrés, 120 degrés, 180 degrés, 180, 240, 300 et 360 degrés. Voilà. Donc j'ai bien divisé en 6 parts égales ma fraction. Donc ici, c'est une tarte à 6 parts. Elle est plus petite, mais son prix est de 8 euros. Comme elle est petite, le prix est moins coûteux. Maintenant, je vais prendre une autre tarte au riz un peu plus grande qui va être constituée là, non pas de 6 parts, mais euh, le double en monnayable, c'est-à-dire que euh, non, je m'excuse, pas en double monnayable, je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, mais ici, je vais constituer non pas 6 parts comme la tarte ici, hein, que je vais appeler tarte numéro 1, qui est une tarte au riz, et là, la tarte numéro 2, qui est aussi une tarte au riz, mais avec plus de parts, et je vais mettre 8 parts. Ce qui veut dire que sur 8 parts, on a 360 degrés toujours parce que ça constitue une espèce de cercle. La tarte constitue environ un cercle. Donc, on va se dire qu'on a environ 360 degrés. On va diviser par 8 parts. Bon, diviser par 8, ça revient à diviser par 2. Si je divise 360 divisé par 2, ce qui fait 180, je divise encore une fois par 2. Hein, parce que divisé par
8, c'est divisé par 2 et encore par 2. Hein, donc je peux diviser, quand je divise par 8, je peux diviser soit par 4 et puis encore par 2, ou par 2, par 2 et par 2. Voilà. Bon. Alors bon, ici je vais le faire par 2, par 2 et par 2. Donc une division par 2, par 2, par 2. Donc ici je divise une seconde fois par 2, ce qui fait 90 degrés. Et je divise 90 par 2, ce qui fait 45 degrés. Voilà. Je peux me dire que là j'ai bien divisé 360 degrés par 2, par 2 et par 2. Si par 2 c'est 2 ici, c'est par 4, et encore par 2 ça fait par 8. Donc par 2, par 2, par 8, ça fait une division par 8. Donc 360 degrés divisé par 2, ça fait 45 degrés. Bon. Alors ma référence, c'est le 90 degrés, c'est un angle droit. Et donc, si je divise un angle droit en deux, j'ai 45 degrés. Donc j'aurai là 45, 45. De nouveau, là, je divise la part ici en deux parts égales. Le 90 degrés ici en 2, ce qui fait 45. Donc j'aurai ceci. Et donc j'aurai ceci et ceci. Bon. Voilà. Alors on remarque bien que pour voir si on a bien travaillé, vous pouvez voir si les points en gros sont dans le même alignement. Donc cet alignement-ci avec celui-là, cet alignement-ci avec celui-là. Voilà, voilà. Parce qu'il y a une symétrie, si vous voulez. Donc là, ici, je pourrais dire un peu la même chose. Cet alignement aussi avec celui-là, et cet alignement aussi avec celui-là. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts égales. Donc, vous voyez que les fractions, c'est une division, c'est un partage d'une figure. Ici, c'est un cercle. J'aurais pu diviser un rectangle ou un carré ou un trapèze ou toute autre figure en parts égales. Il y a moyen de diviser toute autre figure en parts égales. Bon, comme ici, on a affaire à un cercle. Un cercle, bon, il y a une symétrie parfaite. Hein, c'est une symétrie. Voilà, il y a une symétrie parfaite, dont le diamètre est un axe de symétrie et le centre un centre de symétrie. Dont le centre du cercle est un centre de symétrie et un diamètre constitue un axe de symétrie. Donc c'est une symétrie parfaite et donc grâce à ça, je peux dessiner, je veux dire, des partages égaux visuellement intéressants pour l'observation. Et donc on observe effectivement les parts égales de cette manière-là. Alors j'ai dit ici qu'il y avait 8 parts, bien sûr 8 parts égales, hein, si c'est ça, parce que ce sont des fractions. Mais le problème, c'est que ici, économiquement parlant, enfin, le prix coûtant de cette tarte T1 est de 8 euros, mais celle-ci est à 12 euros. Alors maintenant, moi, je veux m'intéresser à un problème qui est de savoir quand les prix, quand est-ce que les prix, quand est-ce que le prix, le multiple du prix ici vaut le multiple de prix là, et quand c'est le cas, hein, le multiple du prix ici et multiple de ce prix-là, bien, regardez, voir les parts, quelles sont les parts que ça, qu'on peut procurer via des prix qui sont, je veux dire, voilà, multiples entre eux. Multiples entre eux. Alors pour ça, vous comprendrez que je vais chercher un outil qu'on appelle voilà, l'ensemble, qui est un ensemble, hein, mais c'est un outil aussi, parce que avant d'être ensemble, il faut que je construise sa multiplicité. Donc, avant de le placer dans un ensemble, il faut que je le construise donc par un calcul. Et donc, c'est les multiples, l'ensemble des multiples. Comment construire l'ensemble des multiples? Eh bien, c'est en faisant un petit calcul. Hein, 1 fois 8. Bon, 0, c'est 0 fois 8. Hein, on comprendra que 0 est aussi multiple de 8. Bon, d'ailleurs, je vais le mettre. 0 multiple de tous les nombres. Bon, mais ici, il ne m'intéresse pas, mais je vais quand même le mettre. Parce que 0, ça veut dire que j'ai 0 tarte. Hein, 0 euros, mais 0 euros. Soit vous avez une tarte, vous pouvez avoir des tartes, mais c'est des gratuits. Ah, on peut dire ça comme ça, vous recevez des tartes gratuites, mais vous avez payé 0 euros, mais ça, c'est un autre contexte. Voilà. Maintenant, réellement, si vous n'avez pas de gratuité et qu'il n'y a pas de vol dans l'histoire, hein, vous comprenez, parce qu'un vol constitue 0 euros, mais avec des tartes, on prend des tartes. Et la gratuité, c'est aussi 0 euros, mais vous recevez des tartes aussi. Bon, donc là, je vais retirer ces cas de figure-là, mais je vais prendre les bons cas de figure, c'est-à-dire que 0 euros, vous n'avez pas de tarte.
Hein, vous mettez pas le prix pour de la tarte, vous demandez une tarte, vous mettez pas le prix, vous n'aurez pas la tarte. Voilà, donc 0 euros, je vais considérer que je vais le prendre. Bon, 0 euros est bien multiple de 8. 0 fois 8, ça fait 8. Alors, le calcul qui me permet de mettre dans l'ensemble des multiples de 8, ben, c'est 1 fois 8, 2 fois 8, 3 fois 8, 4 fois 8, 5 fois 8. Donc 8, 0, 8, 16, 24, 32, 5 fois 8, 6 fois 8, 7 fois 8. Bon, ici, moi, je vais continuer ici. 8 fois 8, 9 fois 8, 10 fois 8, 11 fois 8, 12 fois 8, 13 fois 8, 14 fois 8. Bon, je vais m'arrêter à 15 fois 8. Voilà. Et puis, 3 petits points. Alors, pourquoi 3 petits points? Bon, on comprend que dans les multiples, l'ensemble des multiples, c'est un ensemble infini. Un ensemble infini. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Bon, mais qu'est-ce que c'est que l'infini? Encore une fois, j'ai toujours dit, je ne sais pas. Moi, j'en sais pas plus. Il faudrait aller voir des spécialistes bon, qui pourraient, de l'infini, qui pourront vous dire ce que c'est que l'infini, mais je crois qu'il n'y a personne qui sache ce que c'est que la notion d'infini. Bon, la notion d'infini, elle est développée en analyse et ça prend une certaine forme, je veux dire, de voilà, mathématique qui n'est pas une vraie notion pour toucher la notion d'infini. Donc voilà, ici on va dire que ça peut valoir ce qu'on veut comme nombre, mais du moment qu'ils répondent à la formule K fois 8. Voilà, K fois 8. Avec, bien sûr, vous comprendrez, K appartenant au naturel. Voilà. Multiple de 8, ce sera ça. Voilà, multiple de 8, je vais appeler ça U8. Hein, c'est le terme. C'est le terme, en fait, on peut dire que c'est le terme d'une suite. Hein. On peut mettre une suite dedans de valeurs qui sont multiples de 8. Alors, par exemple, j'aurais U0 qui voudrait 0. U1 qui voudrait 1 fois 8, 0 fois 8, 0, 1 fois 8, 8, 2 fois 8. Donc, 1 fois 8, ça fait 8, 0 fois 8, ça fait 0, 1 fois 8, ça fait 8, 2 fois 8, ça fait 16, 3 fois 8, 24. Donc voilà, on a les termes d'une suite que je peux englober dans un ensemble que j'appelle les multiples de 8. Bon, donc il suffit de faire K fois 8 avec K qui est un entier, enfin qui est un entier naturel, et j'appellerai ceci UK. Voilà, UK. Pas U8, mais UK. UK. Donc si K vaut 0, mais on a U0. Si K vaut 1, mais j'aurai U1. Si K vaut 2, j'aurai U2. Si K vaut 3, j'aurai U3. Et si, par exemple, si K vaut 3, c'est 3 fois 8, 24. Et c'est le terme U3. Voilà, et ainsi de suite. Donc, je vous ai bien dit qu'il fallait faire un petit calcul mathématique hein, pour trouver le terme de la suite pour que je puisse mettre dans, voilà, dans l'ensemble. Voilà. Et les multiples de 8 sont tout simplement les termes d'une suite. Voilà. Et d'ailleurs, ici, on peut reconnaître que c'est les termes d'une suite arithmétique, hein, parce qu'on fait chaque fois plus 8. Le terme précédent fois et le terme. Je peux parler en termes du précédent par rapport à un terme. Donc, le terme précédent, UK, ça c'est le suivant, ce sera le précédent, UK-1, pour lesquels on a fait plus 8, tout simplement. Donc c'est bien une suite arithmétique de raison 8. 8, je rajoute 8, ce qui fait 16, je rajoute 8, ce qui fait 16, 32, je rajoute 8, ce qui fait 40, et ainsi de suite. Donc j'ai bien une suite de raison 8. Donc c'est une suite, comme on additionne les termes, c'est une suite arithmétique. Voilà. C'est une suite arithmétique de raison 8. Et le terme précédent, c'est UK-1 par rapport au terme
K. Ou je peux écrire ceci, hein, c'est la même chose. Si je mets ici UK, ça c'est le précédent, mais le suivant, ce sera UK plus 1. Bon, c'est deux façons d'écrire différentes, mais qui sont synonymes. Ouais. Donc UK plus 1, le terme suivant, eh bien, ce sera le terme précédent plus 8. Donc le terme suivant, par rapport à 24, c'est 32. C'est le terme précédent qui est 24 plus 8. 24 plus 8 fait bien 32. Donc ici, j'écrirai par exemple 24 plus 8 vaut 32. Alors bon, ça ce sont les multiples de 8. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est que le 8? Rappelons-nous ce que c'est que le 8. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un ensemble, je veux dire, très grand. Hein, pas K avec K appartenant à N, donc N, vous comprenez que N est déjà un ensemble infini. Donc les multiples de 8, comme ils dépendent de K, et que K appartient au naturel, eh bien que les multiples de 8 seront un ensemble aussi infini. Bon, mais ça, qu'est-ce que c'est que le fameux 8? Eh bien, 8, ce sont les 8 euros. 8 euros. Donc, je peux acheter une tarte à 8 euros, à 16 euros, à 24 euros, à 32 euros, à 40 euros, 48 euros. Bon, si j'achète, bien sûr, vous aurez compris que si j'achète une tarte à 8 euros, ben, en fait, c'est 8 fois 1. C'est-à-dire, elle n'est valable que pour... ce sera une tarte complète. Si j'ai 16 euros, c'est 8 fois 2. Ce sera 2 tartes complètes. Si je prends 24 euros ici, mais ce sera 8 fois 3, ce sera 3 tartes complètes. Bon, mais rappelons-nous que la tarte numéro 1, c'est 6 parts. Si j'achète une tarte, ça sera pour 6 parts. Une tarte, c'est 6 parts. 2 tartes, c'est 12 parts. 3 tartes, c'est 6 fois 3, 18 parts. Donc, le nombre de parts est multiple de 6. Le nombre de parts est multiple de 6 par rapport à une tarte complète. Par rapport à une tarte complète, on a 6 parts. Donc, si j'achète 2 tartes, j'ai 12 parts, 3 tartes, 18 parts, etc. Voilà. Bon, maintenant, faisons le même raisonnement pour les tartes à 12 euros. Bon, maintenant, on va conjecturer assez rapidement, parce que je l'ai fait pour 8 euros, je vais le faire pour 12 euros. Si je prends pour 12 euros, ben, c'est 0. Si j'achète une 0 tarte, bon, il n'y a pas de vol ni de gratuité. Hein, on enlève ces deux cas de figure. 0 euros, vous ne payez pas de tarte, vous n'avez pas de tarte. 12 euros, vous avez une tarte. 24 euros, vous avez 2 tartes. 36 euros, 3 tartes. 48 euros, 4 tartes. 60 euros, 5 tartes. 72 euros, 6 tartes. 84 euros, 7 tartes. 96 euros, 8 tartes. 108 euros, 9 tartes. 10 tartes, 120 euros, et ainsi de suite. Et là, encore une fois, on a affaire à un ensemble infini, et vous comprendrez que on aura UK est égal à UK moins 1, le précédent, plus 12. Hein. On en fait plus 12 ici, plus 12, plus 12, plus 12, plus 12. Voilà, et multiple de 12, c'est ça. On a fait plus 12 par rapport au terme précédent. Donc c'est une suite arithmétique aussi. Ça, c'est une chose. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux écrire que c'est UK plus 1 est égal à UK plus 8, hein. Le terme précédent c'est UK, et là le terme suivant c'est UK plus 1. Ou je peux écrire UK ici, et là UK moins 1, ça ne change rien. Hein. Le précédent c'est celui-là par rapport à celui-là, et le précédent c'est celui-là par rapport à celui-là. Si le précédent c'est K, le suivant c'est K plus 1. Si le précédent c'est K moins 1, le suivant c'est K. Bon, ça ne change rien. Mais dans tous les cas de figure, on a toujours ceci. Voilà. Alors, ceci étant dit, elle s'écrit aussi, cette forme UK peut s'écrire, en fait c'est 12 fois K. Hein, pour avoir tout terme de la suite arithmétique, c'est aussi 12 fois K. Alors 12 fois K avec bien sûr K appartenant à N. Mais comme N est un ensemble infini, donc, et comme UK engendre M12, on peut dire que M12 est un ensemble, et multiple de 12 c'est un ensemble infini, puisqu'il provient déjà d'un ensemble infini il est engendré par un ensemble infini qui est N.
puisque k appartenant à n, k peuvent prendre n'importe quelle valeur de n, donc k peut prendre n'importe quel type de valeur, aussi grande soit-elle, donc fatalement, hein, je peux engendrer un nombre aussi grand soit-il, et donc un multiple de 12 aussi grand soit-il. Bon, maintenant, vous comprendrez que là-dedans, il y a des conditions économiques. Hein. Tout le monde, l'argent, au niveau de la monnaie, c'est limité. Bon, tout le monde n'a pas une infinité d'argent. Bon, l'argent, c'est limité. Donc, fatalement, ici, il y a des conditions économiques qui vont faire en sorte que, euh, quel que soit l'argent, tout l'argent monnayable du monde entier, quelle que soit la patrie où je rassemble toutes les monnaies, mais ça ne sera pas suffisant pour acheter n'importe quelle tarte. Les tartes seront limitées, si vous voulez, par tous les montants d'argent que vous pouvez cumuler de par le monde. Vous n'aurez pas une infinité de tartes, fatalement, parce que les conditions économiques, mais il n'y a pas une infinité d'argent en circulation. Il y a un grand montant d'argent en circulation dans tous les pays, dans les banques, et tralala, mais il n'y a jamais, je veux dire, une infinité d'argent malgré tout. Hein. Il y a des grands montants gigantesques, extravagants, etc., mais jamais une quantité infinie d'argent. Donc, ce qui veut dire que vous serez limité à l'achat de tartes, déjà. Parce qu'il y a une condition, vous aurez un très grand nombre de tartes, hein, qui va se mettre à des puissances de 10, hein, je ne sais pas combien, hein, à puissance de 10, voilà, mais vous n'aurez jamais un nombre de tartes infini. Parce qu'il y a la condition humaine où tout est limité au niveau de la condition humaine, au niveau économique, au niveau etc. Beaucoup de choses sont limitées. Beaucoup de choses sont limitées, pour ne pas dire tout est limité. Voilà. La vitesse de la lumière est limitée. Voilà. Les vitesses limites sont limitées. Les montants d'argent sont limités. Tout est limité. Bon, donc qu'est-ce qui reste, qui est infini? J'en sais pas plus. Si maintenant tout est limité, on pourrait se dire aussi que l'univers aussi est limité. Voilà, parce que si tout est limité, on pourrait englober, euh, euh, parce que si l'univers serait illimité, il serait, je veux dire, une exception parmi euh, tout ce qui l'entoure ou tout ce qui l'englobe. Si tout est limité, tout est limité, voilà, sauf l'univers. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça voudrait dire que ce serait l'exception parmi la règle. Tout serait limité sauf l'univers. Bon, mais là, c'est une autre discussion. C'est une discussion. Pour moi, tout est limité. Voilà, à un moment donné, ouais, il y a des très grandes choses, des petites choses, à grande échelle, petite échelle, mais pour moi, il y a toujours les limites. Bon, la notion d'infini, c'est une notion, je veux dire, bon, est-ce qu'elle est théorique ou existentielle? Je n'en sais pas plus. Bon, de toute façon, je n'ai jamais discuté sur ça. Donc, moi, j'en sais pas plus. Sinon, si je le savais, il y aurait beaucoup de gens qui le sauraient. Mais moi, j'en sais pas plus. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et personne ne le sait d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre intersection pour aller voir, pour nous intéresser aux tartes de même prix. Quand est-ce que on achètera des tartes à 12 euros? Eh bien, on retrouvera la même chose dans les tartes à 8 euros. C'est ce qu'on appelle les communs multiples. Bon, alors les communs multiples, eh bien, c'est les multiples de 8 et les multiples de 12. Alors, là-dessus, on va déjà les remarquer. On aura 24, 24, 48, 48, 96, il y a 72 normalement, 72, 92, 96, 96, et on se retrouve avec 120 ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les multiples de 8, et bien sûr, elle est 0, hein, c'est d'office. Hein. Les multiples de 8 intermultiples de 12, c'est 0, 24, on se retrouve avec 48, 72, 96, 120, etc. Bon, comme ici on a un ensemble supposé infini, hein, M8 est un ensemble supposé infini,
théoriquement, bien sûr. Je veux dire dorénavant théoriquement, parce que bon, voilà, qu'est-ce que c'est que l'infini? Je n'en sais pas plus à chaque fois, je dois me ramener à discuter de l'infini. Voilà, donc je vais dire que c'est infini théoriquement. M12 c'est infini théoriquement. Voilà. Donc M8 inter M12 est un ensemble infini théoriquement aussi. Bon, alors, maintenant on va analyser déjà ceci. Alors, pour passer de 0 à 24, on a fait combien de sauts? Bon, tout d'abord, il faut savoir que les multiples de 8, en fait, sont multiples de 4 et multiples de 2. Voilà, ils sont multiples de 4 et de 2. Si vous voyez, ici, c'est tous des nombres pairs, donc ils sont multiples de 2. Mais ils sont aussi multiples de 4. Alors, si je divise 16 par 2, ça fait 8, et je sais comment le diviser par 4. Si je divise 24 par 2, je sais comment le diviser. La division par 2 fera en sorte que je sais comment diviser par 4 parce qu'il est multiple de 4. Donc, 24 divisé par 2, c'est ça qui fait 12 divisé par 4, il est co-divisé par 4. Vous voyez, 12 divisé par 4, ça fera 3. Donc, et ce sera le cas pour tous. La règle sera valable pour tous. Bon, maintenant, ce qui veut dire que... d'où le saut. D'où le saut. Pourquoi je fais un saut, 2 sauts, 3 sauts? Pourquoi 3 sauts? Ouais, pour ça, il faut que j'analyse l'autre. Bon, les multiples de 12. Les multiples de 12, ils sont multiples de 4 et multiples de 3. Voilà. Donc, ils sont multiples de 4 et de 3. Bon. Là, à partir de maintenant, on peut se dire que pour retrouver un multiple qui est 24, ici 24, on voit qu'ici j'ai dû faire un saut, 2 sauts, 3 sauts. Là, j'ai dû faire un saut, 2 sauts. Pour avoir, voilà, pour retrouver le prochain multiple de 8 et de 12 en même temps, ben là j'ai fait 3 sauts à chaque fois, et là, à chaque fois 2 sauts. Là j'ai fait 1, 2, 3 sauts, 1, 2, 3 sauts, et là, 2 sauts. À chaque fois ici on fait 2 sauts pour retrouver un multiple de 8 et de 12. Alors que là j'ai fait, je m'excuse, 3 sauts pour avoir à partir de celui-là, bien sûr, hein, quand je dis un saut c'est par rapport à celui-là, 1, 2, 3 sauts. Là par rapport au 0, j'ai fait 1, 2 sauts, puis par rapport au 24, 1, 2 sauts pour retrouver le suivant, puis 1, 2 sauts, puis 1, 2 sauts pour retrouver le suivant, etc. Je fais chaque fois 2 sauts pour les multiples de 12 et 3 sauts pour les multiples de 8. Alors pourquoi? Eh bien, justement, si je prends par exemple ici, c'est tout simplement parce qu'en fait, multiple de 8, il est multiple de 4, tout comme le multiple de 12, il est multiple de 4. Mais à la différence près, c'est que le multiple de 8, pour qu'il soit multiple de 12, ben, on doit intégrer le facteur 3. Le facteur 3. Pour que 8 soit multiple de 12. Puisque multiple de 12 est multiple de 3, mais multiple de 8 ne l'est pas. Donc pour qu'il soit multiple de 8 et de 12 en même temps, je dois intégrer un facteur 3. Or ce facteur 3, il faut que ça revienne tous les 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc là, 24 fois 3, 24, 8, 6, 3 fois, 8 fois, je dois intégrer 24 plus 8, combien de fois? 3 fois. Donc ce qui fait, là on a plus 8, plus 8, plus 8, puisque c'est ma raison, hein, pour passer de là à là. Pour faire un saut à chaque fois, c'est plus 8, parce que la raison vaut 8 pour la multiple de 8, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, comme il faut un multiple de 3 pour qu'il soit multiple de 8, il l'est ici, mais pour qu'il soit multiple de 12, il faut que je fasse 3 sauts. Donc x 3. Voilà. Et en faisant 3 sauts, j'ai bien fait x 3. Et c'est pour ça que voilà la raison pour laquelle je dois faire à chaque fois 3 sauts.
pour le rendre multiple de 3, pour qu'il soit multiple de 8, il est, puisqu'il est multiple de 8, c'est l'ensemble des multiples de 8, mais pour qu'il soit multiple de 12, il faut que je fasse intervenir un facteur 3. Et donc ça sera après 3 sauts. Donc multiple de 8 après 3 sauts vaudra multiple de 12 et de 8. Voilà. Et ici c'est pareil. Ici c'est pareil. Là, pourquoi faut-il 2 sauts? Alors que multiple de 12, multiple de 12, il est multiple de 4 et multiple de 3. Voilà. Mais pour qu'il soit multiple de 2, vous comprendrez que multiple de 12 lui manque un facteur 2. Tout comme ici, il manquait un facteur 3 pour le multiple de 8 pour qu'il soit multiple de 8 et de 12. Là, il manque un facteur 3, donc on lui fera traceau. Là, il lui manque un facteur 2. 2 fois 4, multiple de 4 fois 2, c'est qui fait multiple de 8. Et voilà. Donc, il faut que ce sera tous les deux sauts. Tous les deux sauts, j'aurai un multiple, si vous voulez, de 8 et de 12. Voilà la raison pour laquelle on retrouve ici tous les trois fois un multiple de 8 et de 12. Et là, tous les deux fois un multiple de 8 et de 12. C'est la raison pour laquelle on retrouvera ceci. Alors maintenant, bon, si on se rappelle que les multiples de 4 les multiples de 8, c'est la formule 8K. Alors que les multiples de 12, c'est 12K avec K appartenant à N, au naturel, hein, avec K appartenant à N. Alors ça, c'est pour les formules. Et donc, pour qu'il soit multiple de 12 et de 8, donc il faut qu'il soit multiple de 8 fois 3. Il faut qu'il soit multiple de 8 fois 3. Ou qu'il soit, en fait, si vous voulez, multiple de 4. Non, il faut qu'il soit multiple de 12, comme on l'a dit, fois 2. Et dans tous les cas de figure, ça fait 8 fois 3, 24K. 24K, on est bien dans tous les deux cas de figure, multiple de 8 et de 12. Donc, pour qu'il soit multiple de 8 et de 12, vous aurez un multiple de 24K. Et on le voit bien ici. 0, 24 plus 24, 48, 48 plus 24, 72, 72 plus 24, 96, 96 plus 24, 121, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a trouvé comment faire pour trouver, je veux dire, l'ensemble des multiples de 8 et de 12, donc l'intersection de 8 et de 12. Bon, maintenant, revenons à notre problème de tarte. Notre problème de tarte, eh bien, que signifie ceci? Ceci signifie que, bon, avec 24 euros, mais 24 euros, c'est le même prix pour acheter un nombre de tartes. C'est un même prix où je peux acheter en commun soit 8 tartes ou 12 tartes. Si j'achète par exemple 8 tartes, si j'achète 8 tartes, faisant 24, pour avoir 24, il faut que je multiplie par 3. Donc il faudra que j'achète... attention que 8, oui, c'est 8 euros, hein, je vous rappelle. 24, c'est 24 euros, c'est le prix des tartes. Donc pour 8 euros, hein, parce que le prix de la tarte, rappelez-vous de l'énoncé, je me ramène à l'énoncé, parce qu'on s'est un petit peu, je veux dire, dissipé, mais 8 euros, c'est le prix d'une tarte, de la petite tarte, et 12 euros, c'est le prix de la seconde tarte. On n'a pas perte de vue ceci. Donc 8 euros pour avoir un prix de 24 euros, mais 24 euros, pour 24 euros, je peux, avec la petite tarte, en acheter 3. Alors que avec un prix de 12 euros, avec la petite tarte, je peux en acheter 2. Ce qui fera, dans tous les cas de figure, 24 euros. Bon, maintenant, si je veux acheter pour 70 euros et que j'ai le choix entre voilà, j'ai le choix entre 8 euros et 12 euros parce qu'ils sont multiples. Ce qu'on appelle, c'est des communs multiples. Ils sont communs multiples. 24, 48, 72, 96, 120 sont des communs multiples à 8 euros et 12 euros. Donc je peux acheter, je peux avoir un prix plein de 24 euros pour lequel le 8 euros rentre dans les 24 euros. Or, ce même prix plein de 24 euros, ben, je peux faire entrer
12 € dans son même prix plein de 24 €. Comment on fait rentrer ce prix plein? Ben, c'est d'avoir une tarte complète. Donc, 8 € est une tarte complète. Donc, 24 €, j'aurai 3 tartes complètes pour 8 €. 24 € est un prix plein qui peut se manier avec 8 € et 12 €. Et avec 12 €, je peux acheter 2 tartes. Voilà. Maintenant, si pour 72 €, je peux le manier avec 8 € et 12 €. Si je joue avec la valeur de 8 €, je pourrais acheter 9 tartes. Alors que là, je pourrais acheter 6 tartes. Voilà. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, on constate quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut constater? Mais que le prix ici, que la quantité est là, hein, ceci, cette quantité-là sera toujours plus grande que celle-ci. 9 sera plus grand que 6. Alors, pourquoi? Parce que je divise par la même quantité. Hein, si je prends 24 et 24, voilà, je vais diviser tous les deux. 24 et 24, c'est la même quantité. Mais là, je divise par un nombre plus petit, alors que là, je divise par un nombre plus grand. Or, si je divise par un nombre plus petit, j'ai un nombre grand. Et si je divise par un nombre plus petit, j'ai un nombre plus petit que l'autre. Par comparaison, hein, quand je dis plus petit, plus grand, c'est par rapport à l'un par rapport à l'autre. Parce que ça ne signifie rien. Plus petit, plus grand, c'est une comparaison. Quand on dit plus grand, les symboles plus grand, plus petit, égal sont des symboles de comparaison. Je vous rappelle, donc il faut comparer quelque chose par rapport à une autre chose. Voilà. Donc ici, quand je dis plus grand, plus petit, c'est lui, il sera plus grand que l'autre, et lui, il sera plus petit que l'autre. Voilà, par comparaison entre eux. Et vous pouvez le voir ici, 24 divisé par 8, mais, ça fait 3. 24 divisé par 12, ce qui fait 2. Donc vous voyez qu'ici, ce nombre-là sera plus grand que celui-là. Maintenant, si je prends 72, voilà, je compare la division par le nombre 72. 72 divisé par 8 fera 9. Et 72 divisé par 12 fera 6. Et on voit bien qu'encore une fois, ici, il sera toujours plus grand ici que là. Donc la division par 8 donnera un nombre plus grand que la division par bien sûr, le même nombre, hein, la même quantité. Ici, c'est les mêmes quantités. Voilà. La division par 8 de la même quantité sera plus grande que la quantité par 12, parce que si on divise par un nombre plus petit, donc on a un nombre plus grand, alors que là, on divise par un nombre plus grand, on aura un nombre plus petit, en comparaison. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand on a comme un multiple, hein, d'un prix qui est 24 €, 72 €, 96 €, eh bien, la tarte à 8 € permettra, enfin, la tarte à 8 €, il faudra, pour un même prix, on aura plus de tartes. On aura plus de tartes. On aura plus de tartes. Bon, mais maintenant, est-ce que le partage sera équivalent? Mais voyons voir. On sait bien qu'une tarte à 8 €, c'est 6 parts. Une tarte à 12 €, c'est 8 parts. Mais voyons voir. Alors, une tarte à 8 €. Donc, une tarte à 8 €, c'est 6 parts. Ce qui veut dire que si j'achète 3 tartes fois 6 parts, j'ai 18 parts. Alors qu'ici, si j'achète 2 tartes fois 8 parts, j'ai 16 parts. Voilà. Ici, si j'achète 9 tartes, et là, 6 tartes, là, c'est 9 tartes à 8 €, il y a 6 parts. 6 tartes à 9 €. Là, 6 tartes, je m'excuse, 6 tartes à 8 parts. Mais le nombre de parts, ce sera le nombre de convives qui recevront, je veux dire, les parts égales. Hein. Voilà, si vous avez des convives, voilà. Et si maintenant vous achetez voilà, à des prix communs, où je sais avoir des tartes entières complètes, eh bien, je vous indique, voilà, le nombre de parts plus importantes que vous allez avoir. Eh bien là, vous allez avoir 18 parts, alors que là, vous aurez 16 parts. Bon, c'est 16 parts à 45 degrés, alors que là, c'est 18 parts à, on avait dit, 45, 60. Là, on avait 8 parts à 45, et là, 18 parts à 60 degrés. Si je me rappelle, c'était ça. Ouais. 360 divisé par 6. Là, on avait 60 degrés. Mais là, on a une grande tarte on va dire en diamètre. Là, une petite tarte en diamètre. Mais on a des plus petites parts en degrés. Là, on a
une petite part une petite tarte en diamètre, mais des grandes parts en degrés. Bon, maintenant, je n'ai pas calculé la surface. Le tout, c'est de calculer les surfaces par rapport à ces parts. Bon, ici, je ne vais pas aller jusque-là. Ici, 18 parts à 60 degrés, mais avec un petit diamètre. 16 parts à 45 degrés, avec un petit diamètre, avec un plus grand diamètre. Là, j'aurai 6 x 9, 54 parts. Et là, 6 x 8, 48 parts. 48 parts, mais à 45 degrés. Alors que là, c'est 54 parts à 60 degrés, mais avec un petit diamètre, et 48 parts avec un 45 degrés, mais avec un plus grand diamètre. Bon, et qu'est-ce qu'on peut se dire là? Et ici, on a toujours x6. Toujours x6, et là, toujours x8. Toujours x6 et toujours x8. Voilà. Mais sachant que là, on fait x6, et là, on fait x8. Mais que ce nombre-là est toujours plus grand que celui-ci. Hein. Ce nombre-là, je viens de le dire, est toujours plus grand que... Le 9 sera plus grand que 6. 3 sera plus grand que 2. Voilà. Donc, on aura 16 parts. Bon, j'enlève le 0 parce que c'est un cas particulier. Voilà. J'ai commencé à partir de 24 et on voit bien que déjà à 24, on a plus de 18 parts. 18 parts pour la tarte à 8 €, alors qu'on a 16 parts pour la tarte à 12 €. Alors j'ai calculé pour 72, j'ai 54 parts et 48 parts. Voilà. Maintenant, je vais le faire pour 48. Hein. On va le faire pour 48 et 96. Donc, on va le faire pour 48 et 96. Alors, 8 fois combien égale 48? 6 fois. 6 fois 8, 48. Alors, 12 fois combien égale 48? On a fait x 4. Donc, on va faire 6 tartes à 6 parts, ce qui fait 36 parts ici. Voilà. Et là, j'aurai 4 tartes à 8 parts. 8 fois 4, 8, 16, 24, 32. Donc ici, on voit bien que on a toujours ici le nombre de parts de la petite tarte est plus important que le nombre de parts de la grande tarte. Pour un même prix. Pour un même prix du commun multiple. Alors, qui est le plus petit commun multiple? Vous comprendrez, c'est le 24. De toute façon, on s'en fout ici dans ce cas de figure ici. Voilà. Alors maintenant, je vais faire pour 96. 8 fois combien égale 96? 12 fois. Combien de fois 12 égale 96? Donc 12, 120. Si je mets 11, c'est qu'il fera 132, 10 fois 120, 108, 9, 8. Donc il y va 8 fois. Voilà, 8 fois. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'aurai 12 tartes à 6 parts et 8 tartes à 8 parts, ce qui fait 64 parts ici. Voilà, et ici on se retrouve avec 72 parts. Donc dans tous les cas de figure, le nombre de parts ici, je veux dire, va se creuser. On va avoir un creusement de plus en plus important à ce niveau-ci. Donc le nombre de parts ici, le nombre ici va toujours être plus grand. Donc, fatalement, si je ferai x6, bon, ça va donner un grand nombre, mais l'autre, il compense, mais il compense pas tellement faiblement que bon, il se retrouve juste en bas, mais il sera plus petit ici que là. Donc, on sait avoir plus de parts de tartes de petites tartes pour un prix commun multiple que pour une grande tarte. Donc, ne voyez pas grand. C'est pas parce qu'on voit une grande tarte qu'on se dit ouais, on a plus de parts.
Il suffit de voir les communs multiples et de raisonner par rapport aux communs multiples et de se dire, voilà. Bon, ce problème-là, j'ai raisonné par rapport à un problème économique du commun multiple. Voilà, mais j'aurais pu raisonner autrement. Autrement. Par rapport au nombre de convives, par exemple, qui se présenteraient. Quel est le meilleur avantage par rapport au nombre de convives? Mais ici, c'est pas le cas. C'est par rapport, j'ai raisonné par rapport au commun multiple, voilà, monnayable. Commun multiple monnayable par rapport à au prix de la petite tarte et du prix de la grande tarte. Comme ça, je discute de quelque chose, je veux dire, voilà, de précis. Maintenant, attention, si vous voulez tracer, je veux dire, économiquement, je veux dire, cette situation-là, c'est de se mettre par rapport aux parts, hein, je parle par rapport aux parts, sachant qu'une tarte, c'est, je me rappelle plus combien, 6 euros. Une tarte, c'est combien 8 euros. 8 euros. Avec 8 euros, je fais 6 parts. Hein. 8 euros, je fais 6 parts. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec cette même tarte, pour 16 euros, 8, 16, 24, pour toi, 8, 16, 24, 32, 40 euros. Voilà. Celui-ci, j'aurai 6 parts, 12 parts, 18 parts, puis 6, 18, 24 parts. Donc j'aurai une droite comme ceci en fait. Voilà, j'aurai une droite comme ceci. Ouais, ça c'est, si je mets 8 euros, 16 euros, 24 euros, 32 euros. Bon, 8 euros, vous comprendrez que c'est 6 parts. Hein. Ça, c'est le prix en fonction du nombre de parts. Et là, vous pouvez calculer par partie. Par partie. 12 parts. 18 parts. Bon, là, vous pouvez calculer en partie les parts. Hein. C'est-à-dire que, bon, je n'ai fait que la première tarte, tarte 1. Parce que si je fais la seconde tarte, vous comprendrez que c'est un peu la même chose. Oui, avec 12 euros, je fais 8 parts. Donc, vous allez chercher 12 euros. Je fais 8 parts. Ouais, quelque chose comme ça ici. Oui, je vais mettre 8 ici. Hein. Donc, je vais un petit peu tricher, mais on sait bien que l'autre va être au-dessus. 12 euros. Pour 24 euros, on fait 24 parts. Alors que là, voilà. Donc, il y a une droite qui, voilà, qui est comme ceci. Voilà la tarte numéro 2. Et si vous pouvez calculer par part, parce qu'on sait bien que 8 euros, c'est 6 parts. Et vous pouvez calculer par part en disant que combien 1 euro vaut combien de parts, ou combien de parts. Ici, c'est par rapport, j'ai mis les euros par rapport aux parts, mais vous pouvez faire les parts par rapport aux euros. Ici, j'ai fait l'inverse, mais bon, c'est pas important. Donc ici, je me ramènerai à dire que pour 1 euro, vous devez diviser par 8 ici. Combien vaut pour 1 euro combien de parts que vous avez pour 1 euro? Ben, vous faites 6 divisé par 8. 6 divisé par 8, ce qui fait... vous n'avez même pas une part, puisque 8 huitièmes fait une part. Vous n'avez même pas une part. Voilà. Donc on peut raisonner de cette manière-là en mettant le prix en euros ici et les parts ici, et vous regardez en mettant une quantité d'argent, que ce soit pour la courbe bleue ou la courbe rouge, vous allez savoir combien de parts que vous mettez. Par exemple, si je dis je vais mettre 25 euros, ben vous allez voir le nombre de parts que vous avez pour la courbe 1 ou pour la courbe bleue. Sachant que 1 euro, pour 1 euro, vous avez 6 huitièmes de part pour la tarte 1, mais pour la tarte 2, bien sûr, c'est 12 euros pour
12 euros pour 8 parts. 12 euros pour 8 parts. Donc 1 euro, vous avez 8 douzièmes de part. 8 douzièmes de part pour 1 euro. Pour la tarte numéro, ça c'est pour la tarte 1, tarte 2. Donc en fonction de la quantité d'argent que vous avez, vous mettez une quantité d'argent et vous pouvez recevoir, si vous voulez, pas des tartes complètes, mais des tartes complètes avec des portions supplémentaires. Voilà. Maintenant, ça c'est une manière de raisonner, c'est de se dire, bon, je mets autant de quantité d'argent et je n'ai pas des tartes complètes, mais des portions de tartes, des tartes complètes avec si la boulangère sait vous donner des portions de tarte, des portions de tarte. Bon, maintenant, il y a un calcul inverse qui peut se faire. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est de se dire, j'ai besoin, mon besoin, c'est de savoir combien de convives qu'il y a. Et à partir du nombre de convives, combien je vais payer, combien de tartes il me faut, combien je paierai, voilà, le montant. Donc, mais quand je dis combien je paierai de montant, par exemple, si une petite tarte c'est 6 parts, et que j'ai 7 convives, d'office, je suis obligé de passer à la deuxième tarte. D'office. D'office, je suis obligé de passer à la deuxième tarte. Voilà. Bon. Et donc ici, pour 6 parts, là maintenant, je vais mettre les parts ici, et la raison économique ici, en euros. Donc, 6 parts, ça coûte 8 euros. Voilà. 6 parts, j'ai 8 euros. Donc, 12 parts, ce sera 16 euros. Et je trace la droite. Et là, pour n'importe quelle part, ici, j'aurai la quantité que ça... Voilà, la quantité à payer. Mais cette quantité-là ne fera pas une tarte complète. Ce sera peut-être une tarte et des morceaux de tarte. Et donc ça, on ne vous donne pas des morceaux de tarte. On vous donnera une autre tarte. Donc vous savez vous situer dans une zone de prix. Voilà, 8 tartes, c'est 8 euros, c'est une tarte. Ceci, c'est une tarte. Si vous passez au-dessus de 8 euros, vous devez acheter la tarte à 16 euros. Donc si vous êtes situé ici, si vous voulez, vous devez acheter une seconde tarte. Si maintenant le nombre de convives ici augmente jusqu'à entre 12 et 18, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra acheter, vous serez obligé d'acheter une troisième tarte. Voilà. Et vous savez, pour le nombre de convives, voir combien de tartes il vous faudra. Bon, et ça c'est vrai aussi pour cette tarte-là, mais vous pouvez faire le même raisonnement pour la grande tarte qui était à 8 parts pour 12 euros. Donc vous faites la même chose. Hein. 8 euros. Pour 8 euros, on a... enfin, 12 euros, je m'excuse. Pour 12 euros. Je vais aller voir. La deuxième tarte, c'est 12 euros 8 parts. 12 euros. Avec 12 euros, on a... pour 12 euros, vous avez 8 parts. Voilà. Il faudrait que je le fasse correctement, parce que c'est vrai que je risque d'avoir un graphique qui est en dessous de l'autre, alors que l'autre est au-dessus. Voilà. Et alors, on s'est confronté les deux graphiques, parce que s'il y en a un qui fait 6 parts, 8 euros, et que l'autre fait 8 parts, 12 euros, je sais tasser les deux graphiques et les confronter et savoir lequel est plus intéressant par rapport au nombre de convives. Donc ici, si je mets 6, 12, 18, 24, ce qui représente ici, j'aurai par exemple 8, 16, 24. Voilà. Donc là, c'est 6 parts, 12 parts, 18 parts, 24 parts, 30 parts, etc. Donc, 6 parts, c'est 8 euros. 12 parts, c'est 16 euros. Voilà, ça c'est la petite tarte. La tarte est 1. Donc, pour 24 euros, j'ai 18 parts. Donc, si j'ai 15 convives, donc 15 parts, j'achèterai, si vous voulez, ça c'est une tarte.
2 tartes, 3 tartes. Voilà. Si j'ai 15 convives, j'achète 3 tartes. Parce que c'est au-delà de 12. Au-delà de 12, hein, c'est une troisième tarte à acheter. On ne vous donnera pas des petits morceaux de tarte, comme je l'avais dit tout à l'heure. On pourrait vous donner des morceaux de tarte, mais bon, ça ne se fait pas dans une boulangerie. Mathématiquement, oui, parlant, mais pas en réalité. Bon, maintenant, pour la seconde, ça c'est la petite tarte, T1. Je vais faire la grande tarte, T2. Alors, pour 8 parts, 6, 8, normalement c'était 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Donc le 8, il est plutôt ici. Le 16, il sera là. Le 24, il est là. Bon, pour 8, ce qui fait 12 euros. 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il est à mi-chemin entre le 8 et le 16. De 8 à 12, il faut 4 unités. Et de 12 à 16, 4 unités. Donc, voilà. Donc, la droite est bien au-dessus de l'autre. C'est ce qui me semblait parce que tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'avais. Donc, pour 16 euros pour 16 parts, ça fait 24 euros. Pour 16 parts, ce qui fait 24 euros. On est ici. Donc, ce qui veut dire qu'entre 8 et 16 parts, pour la seconde tarte, mais je serai dans la deuxième. Je devrais acheter une deuxième tarte. Si je suis à 17 parts, voilà, je suis entre 16 et 24. Donc 16 et 24, je suis obligé d'acheter une troisième tarte. Et alors, on sait voir comme ceci, hein, on peut calculer le nombre de tartes minimales que l'on pourrait avoir par, par convive. Par convive, on sait discuter, voilà, prendre un nombre de convives et de trouver, voilà, par division bien sûr, parce que ce sont des divisions. Alors pourquoi ici, je vais le faire ici avec 3 tartes. Supposons que j'ai 17 convives. Mais 17 pour la tarte 1, 17, je dois aller chercher les multiples, il est compris entre quoi et quoi comme multiple de 6. Mais 17, il est compris entre 18, voilà, et 12. Voilà, 17, le, le plus grand multiple, le multiple juste au-dessus de 17, multiple de, bien sûr, de 6, ben c'est 18, 6, 12, 18. Donc 17, le multiple qui est juste au-dessus de 17, le multiple de 6 juste au-dessus de 17, c'est 18. Et le multiple juste en dessous de 17, multiple de 6 bien sûr, c'est 12. Donc ce qui veut dire que 12 ça constitue, donc on a entre 12, c'est 6 fois 2, donc il faudra faire plus 1. On a 3 tartes. Pour 17 convives, on a 3 tartes. Donc là, ça nécessite 3 tartes pour des petites tartes à 6 parts. Alors maintenant, si je devais prendre toujours 17 convives, mais cette fois-ci pour la tarte 2, mais la tarte 2, elle est comprise, c'est des multiples de 8, de 8 parts. Alors 17 parts est compris entre 18 parts, multiple de 8, 8, 16, 24, donc 24. Hein, voilà. Multiple de 8, le plus grand multiple de 8 qui est juste au-dessus de 17, ben c'est 24. Et le plus petit multiple de 8 qui est juste en dessous de 17. En fait, on fait un cloisonnement de 17. On le cloisonne entre le plus grand multiple qui est juste au-dessus du nombre recherché et le plus petit multiple juste en dessous du nombre donné ici. Donc, ce qui veut dire juste en dessous de 17, le multiple de 8, c'est 16. Mais 16, c'est, si vous voulez, en multiple de 8, c'est 8 fois 2. Donc on a 2 tartes ici. Et comme 17, c'est compris entre 16 et 24, donc on a 3 tartes. Donc ici, ça va nécessiter 3 grandes tartes pour 17 convives. Alors que là, ça va nécessiter
6, 12, 3 petites tartes. Voilà. 3 petites tartes et 1 et 3 grandes tartes et 2. Donc on est obligé d'acheter 3 grandes tartes, 3 petites tartes. Mais qu'on sait satisfaire les convives avec les petites tartes. Parce qu'il suffit d'acheter 3 petites tartes. Or, le prix d'une petite tarte, rappelez-vous, c'est 8 euros. Donc avec 24 euros, je vais payer 24 euros pour avoir 3 petites tartes. Et tous les convives, et il restera bien sûr, vous faites la différence 18 moins 17, il restera un morceau. Donc ça veut dire que soit vous allez distribuer à quelqu'un d'autre, il aura mangé un peu plus que les autres. Par contre ici, vous allez payer combien? 12 fois 3, 36 euros. 36 euros, voilà, pour 3 tartes, donc on aura payé plus cher qu'ici, mais la différence, il restera entre 24 et 17, 24 moins 17, ce qui fait 7 tartes. Il restera 7 morceaux de tarte. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde voudra manger un second morceau de tarte? J'en sais pas plus. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va tout manger, hein, il y aura tous les cas classiques. Bon, celui qui va tout manger, un gourmand, va tout manger à lui tout seul, ou avec différents gourmands. Ou certains vont vouloir un second morceau et tout va être consommé, hein, parce que voilà. Ou alors, il n'y a plus personne qui veut un morceau de tarte, et à ce moment-là, il restera euh, des morceaux de tarte. Ou peut-être l'un ou l'autre va consommer un morceau de tarte, et il restera différents morceaux de tarte, je veux dire, qui pourraient être consommés auparavant. Mais n'oubliez pas que la différence de prix, elle est quand même de 24,36, elle est de 6, 6 et 6, ça fait 12 euros. On a quand même une différence de 12 euros. Alors là, c'est tout juste, tout juste. Mais là, pour 12 euros, vous avez des morceaux en plus. On va dire ça comme ça. Des morceaux en plus. On ne sait pas s'ils seront mangés ou pas. Bon, s'ils seront jetés au chat ou je sais pas, ou n'importe quoi. Mais s'il y a des gourmands, ils mangeront tous. S'il n'y a pas de gourmands, ben, je veux dire, le chat, les chats sont gourmands. Ou les chiens, ou peu importe les animaux. Il reste aussi la poubelle, mais bon, ça c'est jeter de l'argent par les poubelles. Enfin, jeter de l'argent dans les poubelles, surtout qu'on paye déjà les taxes pour les poubelles. Donc, venir encore rajouter des. Voilà, payer des choses achetées, bon, c'est un petit peu embêtant. C'est ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle le nom? Je ne me rappelle plus du mot. C'est enfin jeter, c'est se jeter son argent quand on jette de la nourriture dans les poubelles alors que ça peut être consommé par les poules, les chats, les chiens, les lapins, peu importe, les animaux, voilà, les oiseaux. Hein, si on pense par eux qu'on met à la poubelle, bon, c'est du ce qu'on appelle du gaspillage. Voilà, du gaspillage. Voilà, donc c'est à voir, c'est un problème délicat de discussion, mais bon, qui fait plus base de notions euh, théoriques mathématiques, mais qui, dans la vie réelle, ne s'interprète pas comme je viens de le faire. Hein. Bon, les gens, quand il y a un certain nombre de convives, commencent à commander. Parfois, les gens calculent. Bon, ils tombent bien dans leur calcul comme ils tombent mal dans leur calcul. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut qu'on rachète par après. Hein, donc ils se sont trompés dans leurs calculs, bien qu'ils ont fait des calculs, ils se sont trompés. D'autres ne calculent pas, ils ont de la chance de tomber tout juste. D'autres ne calculent pas, mais font du gaspillage. Ils ont acheté de trop. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien d'acheter trop peu ou de trop? Là, la question, que ce soit pour des tartoureries ou pour que ce soit une entreprise qui doit acheter voilà, des matériaux ou du matériel ou de la marchandise ou peu importe, elle a affaire à elle une limite qui est la limite de ses finances, hein, de ses finances, de ses financements propres ou de ses financements, je veux dire, au travers des banques. Parce que généralement, en général, bon, c'est les banques qui, enfin, quand le système économique était vraiment viable à ce point-là, les banques prêtaient de l'argent, je veux dire, pour faire tourner l'économie, et bien sûr, les entreprises, via l'argent qu'ils recevaient, faisaient tourner dire leur entreprise pour justement ramener de l'argent et repayer les banques ensuite. Donc rembourser les banques. Donc ici c'est un petit peu ça, c'est de se dire bon c'est une tarte, un problème de tartourie assez simple, mais c'est un petit peu ça. Quand on a la marchandise ou quoi aux caisses, c'est un problème qui peut, je veux dire, se révéler, je veux dire, plus astucieux, plus développé, plus complexe que ça. Hein. Ici j'ai fait que, je veux dire,
entreprendre une démarche au niveau des tarteries, d'une boulangerie. Mais imaginez-vous, dans une entreprise, qu'il faille gérer des marchandises. Il existe tous des outillages de calcul, bien sûr, des outillages de calcul, pour essayer de commander au travers des calculs de prévision, hein, calcul de prévision, prévision des ventes, etc. etc. Hein, il y a tous des outils de calcul, il en existe énormément, notamment dans les logiciels qu'on appelle ERP. Eh bien, là, on trouve tous des outils de calcul pour essayer de pas trop commander, parce que une surcommande, bon, met en mal les finances, mais pas trop commander, c'est un petit peu embêtant, parce que si les clients doivent attendre euh, les commandes et qu'ils vous ont payé, bon, vous êtes face à une emprise, voilà, psychologique des clients. Donc, cet aspect-là, je veux dire, de la tartourie est une manière de bien voir les choses. Est-ce qu'on calcule pour commander, hein, on fait appel à des notions, des paramètres de calcul, des notions de calcul, voilà, des outils de calcul, tels que les outils de prévision, les outils de statistiques, les outils de ci, de là. Bon, il existe toute une panoplie d'outils, je vous l'ai dit, au niveau économie, c'est parce qu'il manque au niveau outillage pour essayer de faire la meilleure interprétation, voilà, de l'usage commercial voilà, euh, de l'outil calcul. Enfin, l'outil calcul peut vous aider, je veux dire, à établir, je veux dire, voilà, au moins une démarche qui est. Bon, est-ce qu'on peut faire confiance à cette démarche? Ça, c'est toute une autre question, parce que l'outil peut se tromper aussi, hein. On peut faire des prévisions, mais les prévisions peuvent être bonnes, mais pour des aléas divers, que vous n'avez pas pris en compte dans vos paramètres, parce que pour l'une ou l'autre raison, eh bien, ça peut faire tomber vos prévisions. Par exemple, je vais par exemple parler dans le sens, par exemple, si vous avez une tempête, mais du jour au lendemain, les compagnies d'assurance sont amenées à payer, je veux dire, les dégâts relatifs aux tempêtes. Voilà, ça c'est un cas de figure. C'est un cas de figure. Donc elles n'avaient pas prévu ce coup-là, mais elles doivent débourser des montants astronomiques concernant leurs dépenses. Elles n'avaient pas pensé à cet élément tempête. Mais ça, c'est le malheur des uns, fait le bonheur des autres. Et le bonheur des autres, c'est qui? Mais ce sont toutes les entreprises qui auront besoin de ces assurances-là pour refaire, remettre à, bien, voilà, euh, les sinistres. Pour mettre à bien les sinistres, donc ils vont profiter, vont faire tourner leur boîte, vont embaucher du personnel, faire tourner la marchandise et voilà, accumuler des flux financiers tant rêvés, puisque en fait, grâce à un aléa climatique, bon, ça relance l'économie des entreprises qui sont en relation avec les sinistres relatifs aux tempêtes, par exemple. Voilà, mais par contre, au niveau du calcul des assurances, ils auront mal calculé leurs coûts de prévision parce qu'ils n'ont pas pensé à ce sinistre. Et fatalement, ça peut arriver dans les entreprises, on ne calcule pas. Il y a des paramètres qui peuvent jouer du jour au lendemain et faire en sorte que l'entreprise est mise à mal. Voilà, bon, voilà, on essaie de penser à tout, mais on ne peut pas penser à tout parce qu'il y a toujours des aléas, c'est ça qui fait la vie, c'est dire voilà, on va dire des points d'impact qui viennent agir à un certain moment donné et qu'on n'y pensait pas. Voilà, on a des points d'impact par rapport à nos prévisions et qui font en sorte que vos calculs seront mauvais. Donc, se fier sur les calculs. Oui, généralement, à 80%, on peut se fier au 90% sur les calculs, mais il reste un pourcentage que vous pouvez vous tromper dans vos calculs. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, ne pas calculer du tout, c'est au petit bonheur la chance. Hein, si vous commandez bien, tant mieux, mais si vous commandez mal, vous allez avoir affaire à du gaspillage ou si c'est une entreprise, à mettre à mal les finances. Si vous avez trop commandé de marchandises, qu'il ne fallait pas commander trop de cette marchandise-là voilà, qui ne sera pas vendue dans un laps de temps dépassant une certaine limite, et que surtout s'il y a une limite de péremption, si on y voit sur niveau agriculture, ben, je vous prie de me croire que produits agricoles, si vous êtes dans des produits agricoles qui a une date de péremption, que vous en commandez beaucoup, et que je veux dire, bon, vous n'avez pas beaucoup de débouchés, fatalement, ça risque de pourrir. Et bon, la quantité que vous avez acheté, que vous avez cru vendre fatalement dans les plus brefs délais, ben, si ça reste là, ça va pourrir. Et ce sera votre faute d'avoir mal, on va dire,
commandé, mal commandé. Et donc ici, c'est un petit exercice comme ça, pour vous dire ici, je l'ai pris avec une tarte au riz, mais de voir que, bon, par rapport à un nombre de convives ici, par rapport à un prix, par rapport à un prix, comment réfléchir pour avoir un nombre de convives bien précis. Et j'ai fait la démarche inverse, par rapport à un nombre, de parts. J'ai fait de deux manières possibles, par rapport à euh, un prix donné, je pouvais répondre à un nombre de convives bien précis. Mais j'ai fait la démarche inverse, par rapport à un nombre de convives, répondre à, je veux dire, un nombre de convives, répondre à un prix donné par rapport à deux choix donnés. Parce que j'avais deux choix. Si j'ai deux choix, j'ai une tarte 1, une tarte 2, une petite tarte et une grande tarte. Mais on peut encore discuter sur ce sujet-là, parce que je veux dire, il n'est pas encore terminé. Je l'ai élaboré ici, je veux dire, de manière succincte, mais il y a encore moyen de faire encore mieux pour voir, pour aller au bout de l'analyse. Mais je n'ai pas été au bout de l'analyse. Je vous laisse faire votre démarche pour aller au bout de l'analyse et voir quelle serait, je veux dire, la meilleure démarche pour commander, je veux dire, un type de tarte par rapport à un nombre, par rapport à un autre, par rapport à un nombre de convives, voilà, un nombre de convives, euh, voilà, et d'élaborer par exemple une formule mathématique qui permettrait de dire, bon, la meilleure formule à utiliser, ce serait ça. Mais je n'ai pas été au-delà de ça. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour vous montrer que c'est une démarche à suivre concernant, je veux dire, la réflexion, voilà, par rapport à deux marchandises, comment un petit peu faire aller la discussion pour essayer d'établir laquelle, faire le choix, voilà, d'un nombre de tartes par rapport à un autre nombre de tartes, voilà, qui sont de caractéristiques différentes. Voilà, je vous remercie beaucoup.